sur le déménagement senior, cette visioconférence professionnelle. Nous sommes ravis d'organiser cette visio en partenariat avec plusieurs départements, donc Paris, l'Essonne, le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et bien sûr nos partenaires, la CNSA, l'ARS et l'assurance maladie, l'assurance retraite, pardon. Donc nos structures Movadom et Home Transition organisent cette visioconférence et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue Isabelle, je crois que tu nous vois. Est-ce que ça Oui, fonctionne? bonjour. Super, Bonjour bah, Gwendoline et bonjour à tous. merci Isabelle. Oui, donc en fait, on n'était pas dans la bonne salle, hein, c'est pour ça qu'on n'avait Ah, personne. Donc c'est bon, bien. tout est réglé. Donc on va se présenter. Isabelle, si tu le veux bien, je te laisse te présenter, commencer cette conférence par une petite présentation de toi. Mm. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Palassin. Je suis actuellement et aujourd'hui, depuis 15 ans, psychanalyste et thérapeute familiale et de couple. Mais auparavant, j'ai été pendant de très longues années journaliste et notamment rédactrice en chef de Vivre Plus, qui était un magazine qui s'adressait aux plus de 50 ans. Voilà. Donc c'est vrai que je me suis assez tôt intéressée en fait aux problématiques seniors. C'est vrai que j'ai été rédactrice en chef de Vivre Plus au moment de la canicule de 2003. Donc on a évidemment traité rapidement les questions des aidants, les questions de voilà qui tournaient autour de la personne âgée, de la dépendance, des troubles cognitifs, etc. Donc ce sont vraiment des problématiques qui m'ont vite intéressée, d'abord en tant que journaliste, donc, et puis ensuite en tant que psychanalyste. Voilà. Merci Isabelle. Donc moi de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez et donc j'ai fondé en 2012 la structure Movadom avec l'objectif d'accompagner le parcours résidentiel des personnes âgées. Et je fais depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi des conférences et des formations pour les retraités, pour les professionnels et pour les aidants également. Je travaille également en partenariat avec la Compagnie des aidants, qui est une association sur ce lien. Et donc, nous avons écrit avec Isabelle un livre que nous avons transformé en livre audio. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter ce livre et également de pouvoir vous expliquer ce qui est dans ce livre pour que vous puissiez, vous, de votre côté, avoir ces compétences, pouvoir en parler et puis pouvoir accompagner au mieux aussi ces projets de changement de domicile qui peuvent arriver dans vos situations. Donc, c'est notre nouveau projet, notre nouveau bébé, le livre audio qui a été écrit donc, par Isabelle Palassin et moi-même. Isabelle, donc, vous l'avez entendu, psychanalyste. Et moi, ayant travaillé pendant 8 ans sur le déménagement des seniors, c'est vrai qu'on a eu vraiment, on s'est retrouvés dans nos compétences respectives pour mener ce projet, donc qui était un livre au départ et qui s'est transformé en un livre audio qu'on a enregistré à la fin de l'année dernière. Il y a 4 chapitres de 20 minutes, donc c'est assez court, enfin des chapitres assez courts qui se veulent vraiment écoutable aussi bien par la personne âgée, par les aidants et également par les professionnels. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller l'écouter, hein, on vous y encourage vivement. C'est entièrement accessible, entièrement gratuitement. Je vais vous montrer sur le site où est-ce que vous pouvez trouver ça. Donc, c'est sur notre site movadom.com. Hop, je vais vous partager mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Je ne sais pas, Isabelle, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu Alors, vois quelque chose? je vois un chez vous plus agréable à vivre. Oui, bah c'est parfait. Voilà. Donc, le site se présente comme ça, movadom.com. Vous avez un espace sur la droite, en haut à droite, livre audio. Dans cet espace livre audio,
On retrouve alors toujours, hein, le petit texte et puis nos 2 visages, hein. Normalement, vous allez nous connaître. Et puis juste en dessous, donc il y a la possibilité pour vous de télécharger le flyer si vous souhaitez communiquer autour de ce livre audio, si vous avez des projets, qui correspondent et qui peuvent être intéressants pour vos retraités. Et les personnes peuvent lire, écouter le livre audio directement sur ce lien. Ils peuvent le télécharger également, chacun des chapitres. Donc vous voyez le premier, bon là, l'introduction fait 2 minutes et ensuite on est sur une vingtaine de minutes par chapitre. Il est possible de le retrouver également sur tous les outils type Google, Podcast, les Apple Podcast, YouTube aussi. Voilà, on a essayé de le mettre, au plus de nombre d'endroits possible pour que ça soit, au maximum accessible et écoutable par tous. L'intérêt de ce type d'outil, c'est qu'on peut, l'écouter, aussi bien, quand on fait, voilà, on est, en voiture, on fait la cuisine et on sait que pour les aidants, ça peut être quelque chose d'intéressant, qui n'ont pas forcément le temps, de lire un livre complet sur le déménagement senior. Donc, là, ça peut être, une façon intéressante. Donc là, on a présenté, cette partie-là. L'objectif maintenant, ça va être un petit peu de vous présenter ce qu'il y a dans ce livre et puis de vous faire un résumé, bien sûr, si vous voulez l'écouter avec grand plaisir. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce qui nous intéresse, ça serait de savoir un petit peu vous, dans vos situations, est-ce que vous rencontrez régulièrement des situations de déménagement? Donc vous pouvez, nous dire, est-ce que vous êtes travailleur social, bailleur, responsable de structure d'hébergement ou autre, nous préciser, donc en mettant les petits A, 1, A, B, C, D. Et puis, est-ce que vous rencontrez ces situations de déménagement régulièrement, occasionnellement ou très rarement? Donc n'hésitez pas à mettre dans la conversation, est-ce que c'est, des choses qui vous arrivent, voilà, régulièrement? Alors je vois qu'il y a certaines personnes que je connais bien, qui sont, bailleurs, donc j'imagine que c'est des situations que vous rencontrez, assez régulièrement. Donc ça dépend un petit peu aussi, des structures sur les CCAS par exemple. Est-ce que c'est des situations que vous rencontrez? Peut-être que vous avez des projets aussi, en cours, de création de structures, médico-sociales et donc vous savez qu'il va y avoir, la mise en place, de ce type d'accompagnement. Donc travailleur social et occasionnellement. D'accord, très bien. Travailleur social sur le Val-de-Marne. Très bien. Merci madame Madeni. Donc n'hésitez pas à nous dire. C'est vrai que c'est intéressant pour nous de savoir un petit peu, oui, travailleur social, très bien. Un B, oui, oui, effectivement, je me disait Aurélie, donc bailleur et occasionnellement aussi. Donc là, pour l'instant, 2 personnes plutôt occasionnellement. Est-ce qu'il y a des personnes, n'hésitez pas à nous dire, qui ont des situations régulières, peut-être chez certains bailleurs quand il y a des réhabilitations, des destructions d'immeubles aussi, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre, assez souvent dans les projets et qui font que, finalement, bah, c'est quelque chose qui peut être amené à être intéressant pour vous d'avoir des outils et d'être formé aussi sur le sujet. Donc n'hésitez pas à continuer à répondre, à ces petites questions et puis on va, le CCAS de Vanves, très bien. Un A, travailleur social, vous rarement et rarement. D'accord, OK, très bien. Solidarité handicap. Aurélie, OK, projet en rue avec les démolitions, c'est vrai que là, on est sur des situations en plus qui ne sont pas choisies par la personne, donc de toute façon, on va en parler et Isabelle va nous en parler. Mais là, on a un enjeu particulier, hein, je pense quand c'est, en plus le logement dans lequel on a vécu longtemps qui est détruit, là, ça peut être, assez délicat. Super, bah, merci pour votre participation à tous. On va commencer par, ce 1er titre, hein, qui représente nous le 1er, chapitre, qui est «Déménager, un pas difficile à franchir». Donc, Isabelle, on a une petite, slide sur ce sujet, donc je te Oui. laisse, voilà, commenter tout ça. Oui, c'est-à-dire, le déménagement, on le sait bien, en fait, c'est de toute façon, quel que soit l'âge, un stress. Un stress parce qu'on quitte sa maison, parce que, et on est obligé de se projeter dans un nouveau domicile, c'est-à-dire que c'est comme si on perdait au fond, son cocon, ses repères, ses appuis. Ses appuis, y compris psychiques aussi puisque et là,
Alors c'est effectivement un stress pour tous, mais c'est vrai que plus on avance en âge, en fait, plus ce stress devient important. D'une part parce que plus on avance en âge, plus il est difficile, en fait, de changer ses habitudes. C'est vrai que la mobilité, psychique et cetera est plus importante, quand on a 30 ans que quand on en a 80. Donc ça, c'est un 1er facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'au fond, le déménagement, plus on avance en âge aussi et finalement plus exactement, le déménagement est choisi. C'est-à-dire qu'il est rare, hein, en effet, de déménager, vraiment de son plein gré à partir de 80-85 ans. Alors, c'est pour ça que quand on parle de seniors, on le sait tous, il y a plusieurs seniors en quelque sorte. Il y a plusieurs tranches d'âge dans les seniors. Il y a les 60-75 ans, qui sont les jeunes seniors, les retraités. Alors là, effectivement, eux aussi vont souvent déménager, mais ils vont déménager voilà, pour la retraite, alors soit trouver un environnement plus confortable, se mettre au soleil, etc., soit pour se rapprocher des enfants, des petits-enfants, voilà, soit voire même pour se rapprocher des parents plus âgés. Ensuite, quand on va avancer en âge, le problème du déménagement va être aussi un problème d'inadaptation du logement. C'est-à-dire que ben, c'est vrai que la maison qu'on avait achetée précisément, peut-être quand on est parti à la retraite, ou peut-être même avant quand on a eu des enfants, quand on était plus jeune, ça. Donc la maison de famille peut devenir vite une maison qui va être alors, le mot de piège est peut-être un peu fort, mais tout de même, une maison avec des escaliers, une maison dont les portes seront un petit peu trop étroites, une maison trop éloignée d'un centre-ville. Tout ça fait que finalement, le logement dans lequel on habite peut s'avérer finalement plus du tout pratique quand on a 75, 80, 85 ans, 90 ans. Et évidemment, tout le monde ne vieillit pas, au même rythme et c'est vrai qu'on peut avoir des gens de 95 ans qui sont très bien dans leur maison, même isolée parce qu'ils arrivent encore un peu à conduire ou qu'ils ont des voisins qui leur permettent, sur lesquels ils peuvent compter pour aller chercher le pain et cetera. Mais, on peut aussi avoir des gens de 80 ans ou plus jeunes qui, à la suite d'un diabète, d'une amputation, à la suite d'un AVC, à la suite ou même d'une maladie d'Alzheimer, en fait, se trouvent en situation de dépendance et là, la maison peut devenir en fait un lieu qui n'est plus du tout accueillant. Parce que d'un seul coup, c'est un lieu qui va comporter plutôt des obstacles, c'est-à-dire, alors encore une fois, hein, la question des escaliers, mais ça peut être aussi, on parle souvent de cette question de la douche et de la baignoire, c'est-à-dire qu'une baignoire à enjamber, eh bien, quand on a, des troubles moteurs, ça peut devenir effectivement très compliqué. Donc ça, c'est un 1er facteur, l'inadaptation du logement. Alors évidemment, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a des possibilités d'aménager le logement et de faire en sorte que, finalement, on reprenne une forme d'autonomie grâce à des aménagements précis, grâce à des barres d'appui, grâce à des monte-escaliers, grâce à un certain nombre de techniques et de technologies qui peuvent nous aider, en fait, à nous maintenir au domicile le plus longtemps possible. C'est vrai aussi enfin bon, j'y reviendrai. Alors ça, c'est la question de l'aménagement, en fait, pour permettre la mobilité de la personne au sein de son habitation. Mais il y a aussi le problème de l'isolement. C'est-à-dire que l'isolement, c'est pas la même chose que la solitude. On peut avoir envie de vivre seul. On peut avoir envie d'être indépendant et finalement de très bien se satisfaire d'habiter, loin du monde. Mais quand, on avance en âge, la solitude n'est pas forcément choisie. C'est-à-dire que, bah, il y a eu des deuils, on a perdu le conjoint, les enfants, les petits-enfants viennent plus parce qu'ils sont adolescents et que les adolescents vont plus forcément voir leurs grands-parents. Donc tout ça fait que, la personne peut se retrouver isolée dans une maison
qu'elle avait par exemple choisi pour accueillir toute la famille et puis d'un seul coup, bah, la famille n'est plus là, le conjoint est décédé et cetera et là, la maison devient trop grande et la personne se trouve isolée et c'est vrai que c'est un problème. Alors c'est un problème au niveau de la sécurité, parce que en fait, on peut chuter et puis, si personne n'est là autour de soi, on connaît tous, hein, j'imagine que vous avez rencontré ces cas de personnes qui ont chuté dans un escalier, sur une marche ou en se prenant les pieds dans le tapis et qui sont restés, une journée ou moins ou plus par terre, seuls et là, c'est vrai que c'est une expérience qui est extrêmement traumatisante, une expérience de DZ qui peut faire éventuellement basculer en fait dans de la dépression, qui peut accélérer l'entrée dans une démence. Enfin, voilà. Donc c'est cette question de l'isolement, c'est vraiment une question fondamentale. Et puis plus pragmatiquement, on va dire, c'est vrai que, ben, être isolé, c'est, ne plus parler à personne, c'est avoir des difficultés, pour aller chercher, son pain, à la boulangerie si on est trop loin. C'est voilà, donc alors évidemment, il existe, des solutions, il y a des associations qui existent pour visiter les personnes âgées, mais enfin, c'est quand même, enfin, c'est souvent un motif, en fait, de déménagement, notamment dans des établissements collectifs comme les EHPAD ou les résidences-services. Et évidemment aussi, quand on parle de déménagement, de seniors et de déménagement pas toujours choisi, pourquoi? Parce que souvent, ce sont les aidants qui décident du déménagement de la personne. C'est-à-dire que c'est l'angoisse des aidants qui fait qu'on accélère le processus, justement de déménagement en EHPAD, par exemple. Et là, c'est d'autant plus, traumatisant pour la personne. C'est-à-dire que, non seulement la personne va perdre, le logement dans lequel elle avait l'habitude de vivre, mais en plus, elle a le sentiment de perdre la maîtrise de sa propre vie. Elle perd là pour le coup, elle perd son autonomie, et c'est une expérience qui est très très dénarcissisante, on va dire. C'est-à-dire que c'est une perte d'estime de soi, c'est une perte de confiance en soi et là aussi, on peut avoir, on peut observer parfois, des situations où la personne tombe en dépression à la suite d'un déménagement qu'elle n'a pas choisi. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire très attention dans ces problématiques de déménagement, à ce que la personne soit associée à la démarche, voire évidemment, il est toujours préférable que ça soit elle qui décide de changer de domicile et pas quelqu'un qui décide pour elle. Quand c'est pas possible, c'est-à-dire que quand, la personne âgée voilà, commence à avoir des troubles cognitifs et cetera, c'est toujours important, mais on y reviendra peut-être, qu'elle soit accompagnée dans sa démarche, que, en fait, elle soit associée à cette prise de décision qui est quand même une décision fondamentale, pour elle. Voilà. Je pense que Gwendoline, Belle. Oui, je vais reprendre la main. Merci mmh, beaucoup. C'est très clair et effectivement, ça introduit parfaitement, tous les enjeux qu'il y a autour, d'un déménagement, à la retraite. Pour aller dans une partie, enfin moi vous le verrez, hein, on est plus, moi côté, pratico-pratique et organisationnel, sur les différents lieux où les retraités peuvent déménager. Alors bien sûr, Isabelle, en a parlé, on peut faire adapter son logement, on peut aller vers un logement plus adapté, classique. Mais c'est vrai qu'on s'est attaché, nous dans notre ouvrage à parler beaucoup d'autres types de logements, d'autres idées qui peuvent, aider les retraités aussi à se projeter, dans cette nouvelle vie. Au niveau des critères de choix, plusieurs choses importantes. Déjà le niveau de dépendance. Évidemment, l'idée c'est que le logement qui est choisi, qui est, pris, pour cette nouvelle vie, soit un logement qui corresponde vraiment au niveau de dépendance de la personne. Donc une personne qui est en parfaite autonomie puisse aller vers un logement adapté, mais qui lui
permettre de garder son autonomie au maximum et inversement, une personne en perte d'autonomie, puisse aller vers un logement dans lequel aussi elle se sente, à l'aise et pas en difficulté. J'ai déjà vu moi dans mes expériences, des personnes rentrer en résidence autonomie, sur, déjà un GIR qui était plutôt 3-4. Donc pour ceux qui connaissent cette notion, donc on était sur une personne qui était déjà en belle perte d'autonomie et qui était très compliqué, notamment, par rapport au lien avec les autres résidents. Donc c'est vrai que ce niveau de dépendance, il est vraiment important, lorsqu'il y a un choix de logement. Le lieu géographique aussi, on parlait, Isabelle vous parlait de ce côté un petit peu déracinement, hein, de ce nouveau logement. Il faut quand même avoir en tête que, le nouveau lieu géographique, on est à la retraite assez libre. Là, j'ai mis une photo exprès de retraités qui sont partis, alors je ne sais pas si c'est à Hawaï, Tahiti, ou tous ces lieux sympathiques. C'est vrai que finalement, il y a pas trop de limites. On voit même que alors bien sûr, avec la crise sanitaire, ça a évidemment freiné, toutes ces envies, mais on a vu beaucoup de structures se créer, notamment au Portugal, en Espagne, qui sont des pays assez proches, mais qui posent quand même toujours cette question de lien et notamment avec la famille. Souvent, le conseil, moi, que je donne aux personnes et je pense que qu'on pourra en reparler, quand, voilà, on en prendra un petit temps d'échange, c'est souvent de rester dans le même quartier et de faire en sorte que la personne, garde ses habitudes au maximum. C'est vrai qu'un déracinement déjà de logement, un changement de domicile est délicat, mais si en plus on doit se réhabituer à un environnement, des nouveaux commerces, des nouveaux médecins et être éloigné, du tissu relationnel qu'on avait créé, c'est d'autant plus compliqué. Donc c'est vrai que ce lieu géographique, dans l'idéal, qu'il soit le plus, proche possible ou pour les personnes qui sont notamment les jeunes retraités, hein, il y a des choix de vie qui peuvent être faits à ce moment-là. En tout cas, c'est un critère de choix qui est important et qui doit être pris en compte, lorsqu'on choisit son logement et d'avoir bien en tête que, certains services, notamment, les associations, les, médecins, les commerces, doivent être dans l'idéal au plus proche et accessibles le plus facilement possible. L'aspect financier est évidemment extrêmement important aussi, quand on réfléchit à un nouveau logement. Tout ce qui est, structure type résidence autonomie, résidence senior, dont on va reparler, on a des différences tarifaires très importantes et il y a des possibilités assez variées, de logement sur les EHPAD également. Notamment l'aspect géographique change aussi beaucoup, hein. Si on est dans un EHPAD qui est en région parisienne, on va avoir des tarifs qui ne sont pas les mêmes que quand on est, dans un autre lieu de vie, par exemple en province. Et c'est vrai que cette partie ressources financières a aussi un impact très important sur le fait que la personne puisse rester le plus longtemps possible dans son logement. J'ai vu aussi des personnes qui étaient, en résidence senior, donc privée, avec un tarif assez, important et qui ne pouvaient pas rester, pendant, toute leur vie dans ce logement parce que justement, l'aspect tarifaire n'avait pas été forcément, évoqué. Donc une fois qu'on a, revendu le bien, immobilier et que, on a dépensé son petit matelas et bien, on est obligé de changer de logement. Là, c'est aussi un changement qui est pas agréable. Donc c'est, un aspect très important, cet aspect, financier à bien travailler en amont avec les personnes. En termes de type de logement, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on présente, de manière, vraiment, très importante dans le livre. On a bien sûr, les résidences autonomie. Donc ces résidences autonomie qui permettent aux personnes d'être, chez elles, indépendantes le plus longtemps possible. Donc je sais que certains d'entre vous, voilà, connaissent bien ce type de structure. C'est, une première étape qui permet souvent finalement, ou parfois en tout cas, d'éviter, l'entrée en EHPAD, hein, parce qu'on est dans un logement où on a toute la partie sécurité, on peut y rester, assez, longtemps. Donc, c'est vrai que la résidence autonomie peut être une solution très intéressante. Encore faut-il connaître ces structures et ne pas, les voir comme, un type de structure qui serait, un espèce d'EHPAD caché, je dirais. Et c'est souvent, des questions qui reviennent, hein, dans les personnes que j'ai pu accompagner. C'était, «Bah, oui, mais est-ce que je vais pouvoir sortir de chez moi? Est-ce que je vais pouvoir inviter des amis? Est-ce que je vais pouvoir, continuer
à avoir, du lien avec, mes proches, à les inviter chez moi et c'est vrai que c'est des questions, sur lesquelles on essaye vraiment d'apporter un maximum de réponses. On a bien sûr, l'EHPAD, hein, que Isabelle va nous présenter, juste après sur cette entrée en EHPAD qui est particulièrement, délicate et qui doit être accompagnée, d'une autre façon et puis, d'autres logements innovants et on a aussi voulu, appuyer vraiment sur cet aspect, logement, innovant parce que c'est là aussi des choses qui sont peu connues. Donc tout ce qui est logement intergénérationnel, les bailleurs qui sont présents je pense, voilà, connaissent bien ce type d'habitat où vous avez des immeubles où certains logements sont réservés, pour des familles et d'autres, souvent les logements de plain-pied, sont réservés pour des retraités et on a des salles communes, de l'animation, des personnes qui vont pouvoir, être présentes pour justement, créer du lien entre les résidents et créer, du lien intergénérationnel. La cohabitation aussi intergénérationnelle, hein, qui est, en grand développement, notamment en région parisienne, hein, le fait d'accueillir un étudiant. Peut-être que si vous suivez un petit peu les actualités de la silver economy, vous avez vu qu'il y a beaucoup de startups qui se montent sur ce sujet. Je pense que bon, là, il y en a beaucoup, hein, peut-être un petit peu trop, mais en tout cas, on sent qu'il y a un vrai mouvement et que les étudiants sont de plus en plus prêts à avoir ce nouveau projet, ce nouveau type d'habitat qui a vraiment, plein d'avantages pour eux et bien sûr pas que, financiers, hein. Et pareil côté retraités et jeunes retraités, qui peuvent se dire: «Bah, c'est voilà une solution pour, rester, dans ce lien, intergénérationnel avec des jeunes générations, mais aussi transmettre et apporter, beaucoup de liens avec ces jeunes». L'accueil familial, c'est aussi quelque chose qu'on décrit, beaucoup et qui, je pense, à mon sens, est aussi une solution qui est peu connue aujourd'hui. Alors pour plein de raisons, mais qui mérite, d'être en tout cas, présentée, décrite et l'objectif, c'est vraiment que les seniors, vous professionnels, vous ayez vraiment une vision la plus large possible des structures qui existent et des solutions qui existent. On n'a pas que, son logement actuel, l'adaptation, ou l'EHPAD. C'est vraiment voilà, il y a une variété très importante, de types de logements et ça, il faut vraiment pas l'oublier et il faut pas hésiter à pouvoir échanger, discuter et c'est des types d'habitats qui peuvent aussi, être, on va dire utilisés, à différents moments. On peut, au départ à la retraite, en jeune senior, aller, sur la cohabitation intergénérationnelle ou sur la colocation aussi entre retraités et puis après, aller sur d'autres types de structures, type les résidences en autonomie, voire, l'accueil familial si besoin. Donc toutes ces structures sont vraiment des choses qui peuvent s'utiliser, les unes après les autres et qui sont très utiles, bien sûr, pour les seniors qui pourront nous lire, mais également pour les aidants, hein, qui, ont à gérer la situation de leurs parents aujourd'hui, mais qui peut-être un jour aussi auront à se poser la question, enfin c'est sûr même, auront à se poser la question pour eux-mêmes et c'est vrai qu'on est toujours mieux préparé, quand on l'a déjà vécu et qu'on peut anticiper donc ça c'est aussi, un mot d'ordre, moi que j'essaye vraiment de marteler, cette anticipation parce que si on a pu visiter le logement, si on a pu rencontrer les équipes, si on a pu se tenir informé, prendre un maximum d'informations, ce changement est d'autant plus, facile et se passe le mieux possible. Je vais laisser Isabelle, nous parler de l'entrée en EHPAD qui effectivement et j'avais vu qu'il y avait, justement cet aspect, pour, l'entrée en EHPAD, le tran enfin la transition entre une résidence autonomie et l'EHPAD. Mmh. Alors, c'est vrai que l'entrée en EHPAD, c'est un déménagement un peu particulier. Pourquoi? Parce que, dans l'esprit et pas seulement dans l'esprit, dans la pratique souvent, c'est tout de même le dernier domicile. Donc effectivement, il y a un certain nombre de freins, à entrer, pour une personne à entrer en EHPAD. C'est-à-dire que c'est vraiment un pas supplémentaire dans l'avancée en âge et c'est vraiment ça peut faire traumatisme effectivement. Au point que
alors c'est évidemment très peu, mais ça existe, même c'est entre 1 à 4 des cas, l'entrée en EHPAD, conduit à un syndrome de glissement qui progressivement en un laps de temps assez court, en fait, aboutit à la mort. Donc c'est vrai que c'est vraiment un moment qui doit être accompagné. Alors les freins, outre, cette question du dernier domicile, il y a aussi, le fait que d'un seul coup, la personne qui auparavant, finalement, avait un cadre de vie, ben, comme, elle avait toujours eu, avec autour d'elle, des jeunes, des vieux, et cetera, la possibilité de sortir. Là, elle se retrouve finalement, confrontée à un milieu où, tous les gens sont âgés. C'est-à-dire souvent, enfin moi c'était un directeur de maison de retraite qui m'avait dit ça un jour, c'était très souvent les gens arrivaient en disant: «Il y a que des vieux ici». C'est-à-dire que c'est pas anodin parce qu'être entouré de personnes âgées et très âgées puisque l'âge moyen en EHPAD, c'est environ, 85 ou 86 ans, heu, c'est forcément aussi un environnement qui renvoie en miroir, finalement l'image, de la dégradation physique, de la dégradation y compris aussi cognitive. Parce que, aujourd'hui, on arrive en EHPAD de plus en plus, diminués, de plus en plus dépendants et c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive dans ces établissements, bah, oui, il y a des cris, il y a des personnes qui semblent, un petit peu, apathiques et cetera. Donc c'est vrai que l'image et l'ambiance, en fait, qui va être, celle de ce nouveau domicile est un petit peu perturbante, un petit peu beaucoup d'ailleurs perturbante. Bon, l'autre frein, alors qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est, la question de l'animal familier. C'est-à-dire qu'au fond, souvent pour les personnes, notamment les personnes isolées, le chat, le chien, y compris l'oiseau, c'est le compagnon de tous les jours. C'est aussi, le compagnon dont on prend soin. C'est-à-dire qu'il nous donne le sentiment d'être utile, au fond. Et cet animal, bien souvent et trop souvent, il va falloir le laisser en fait à l'entrée en EHPAD et ça, c'est vraiment une difficulté qui que les aidants n'ont pas forcément toujours en tête. Parce qu'on se dit: «Oh bah, le chat, on le prend, on le donnera à la SPA», je sais pas quoi. Mais en fait, non, pour la personne âgée, c'est extrêmement important cette question de l'animal. Alors, en réalité, quelques EHPAD aujourd'hui accueillent les animaux familiers, mais ils sont encore trop rares. Et puis la condition souvent, c'est que la personne puisse elle-même, en fait, s'occuper de son animal. Or, tout dépend de son niveau de dépendance et on sait bien quand, on arrive en EHPAD que souvent, c'est la question de la dépendance qui se pose. Donc du coup, l'animal, doit être, abandonné, enfin ou donné. Donc ça c'est vrai que c'est un frein, important. Et puis, il y a la question de l'indépendance versus la dépendance. C'est-à-dire que, au fond, arriver en EHPAD, je me souviens d'une dame qui disait qu'elle avait l'impression de retourner en pensionnat. C'est-à-dire que, bah, quand on est chez soi, on se lève à l'heure qu'on veut, on prend le repas à l'heure qu'on veut, on a le droit de manger, ce qu'on veut et cetera et là, d'un seul coup, on revient en fait dans un environnement qui est extrêmement réglementé. Et même si, une chambre en EHPAD, c'est un domicile, donc du point de vue, législatif, il n'y a pas de raison de perdre son indépendance et son statut de citoyen en entrant en EHPAD. Mais malgré tout, il y a des règles de vivre ensemble, il y a un règlement intérieur, il y a un règlement qui concerne la sécurité, par exemple. C'est le cas notamment pour la question de la cigarette, pour les fumeurs. Euh, et puis, il y a des horaires, il y a des horaires qui sont en fait dépendants de l'organisation du personnel, etc. Et donc, c'est vrai que là, pour les personnes âgées qui sont habituées à un rythme de vie, le rythme peut se trouver perturbé en fait par l'arrivée en EHPAD et c'est quand même un petit peu difficile.
Donc tout ça, on voit bien qu'il y a un certain nombre de freins. Il y a aussi un certain nombre de représentations, en fait, hein. C'est vrai que pour beaucoup, même si c'est pas toujours le cas quand même, faut pas exagérer, mais les EHPAD sont considérés comme des mouroirs pour beaucoup. Donc cette question de la représentation est importante parce que quand on parle d'EHPAD à son parent, par exemple, ben, c'est normal que ça crée de l'anxiété parce qu'il y a ces représentations qui traînent un peu dans l'inconscient collectif et qui font que ben, EHPAD égale ben, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire fin de vie et pas forcément fin de vie dans de très bonnes conditions toujours. Donc, il va falloir, au moment de la prise de décision, essayer de voir comment lever ses freins. Et comment lever ses freins, c'est déjà ne pas forcer la personne, hein. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Gwendoline aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'est pas question, enfin, il ne devrait pas être question de placer, entre guillemets, la personne en EHPAD contre sa volonté. Malheureusement, ça existe encore. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fils, la fille trouve que parce que le père, la mère est tombé, c'est plus possible, il peut plus vivre seul. Et donc, dans l'urgence, on organise une entrée en établissement. Et là, c'est vraiment, ça peut être assez catastrophique en réalité. Parce que c'est une décision qui n'est pas prise par la personne elle-même, donc elle a à la fois une perte d'autonomie, euh, elle se sent dépossédée de sa propre vie, elle se sent infantilisée et elle se sent, en fait, il y a une perte d'estime d'elle-même. Donc ça, c'est important de vraiment d'associer la personne, même quand elle est dans une perte cognitive, par exemple, bah, de lui faire visiter les lieux, de faire des allers-retours, de présenter les gens qui vont l'accueillir, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transition douce, en fait, entre la maison et entre l'EHPAD. Et l'EHPAD. Il y a une autre chose qui peut être intéressante aussi, notamment pour les personnes qui souffrent de troubles type maladie d'Alzheimer, c'est l'accueil de jour qui parfois est adossé à un EHPAD. Et c'est une façon en fait de prendre peu à peu, de mettre un pied dans l'établissement, c'est-à-dire de mettre un pied dans la collectivité, de mettre un pied dans le fonctionnement en fait d'un EHPAD avec une ergothérapeute, avec des soignants, etc. C'est-à-dire avec l'accueil de jour, 1 ou 2 fois par semaine, il y a cette façon de transiter en fait progressivement vers ce nouveau domicile. Il y a aussi la possibilité d'accueil temporaire aussi en EHPAD, c'est-à-dire le temps des vacances de l'aidant principal, par exemple, d'aller passer 1 semaine, 15 jours pour s'habituer en fait à cette réalité. Voilà, mais enfin, si on doit vraiment retenir une chose, c'est d'associer le plus possible la personne à cette décision, puisque quel que soit l'état dans lequel elle se trouve, il s'agit de sa vie quand même, et de son lieu de vie, et de ses nouveaux repères, et de quitter sa maison pour arriver dans un endroit où tout va être changé. C'est-à-dire à la fois le rythme, à la fois les locaux, à la fois la façon dont on va la regarder aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de performatif en fait dans la façon dont la personne est regardée. C'est-à-dire que si autour, parce qu'elle arrive en EHPAD, on la regarde comme une personne dépendante, alors elle devient de plus en plus dépendante. Voilà. Oui, c'est cet aspect, Isabelle, qui est vraiment important, où on remarque que parfois le fait d'entrer en EHPAD peut être aussi quelque chose qui va justement faire perdre de l'autonomie à la personne. Et ça, c'est vraiment Mm. pas l'objectif. Enfin, c'est Mm. pas. Donc, et moi, pour avoir, en côté personnel, ma grand-mère qui est rentrée en EHPAD, ce qui a beaucoup aidé pour cette prise de décision, c'est qu'elle a fait effectivement plusieurs courts séjours avant. Elle avait fait une chute, elle y allait quelques semaines et elle s'est habituée aux équipes, aux lieux. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment important, effectivement, et qui, je pense, a permis de rendre ça un petit peu plus, enfin, cette grande transition un petit peu plus douce. Mm.
Merci beaucoup en tout cas Isabelle. Donc je vais passer à la partie comment déménager maintenant qu'on a Oui. évoqué, voilà donc on Juste, a j'ai une petite oui, précision, excuse-moi, je vais devoir, moi, vous quitter à 11 heures parce que j'ai une patiente voilà, qui devrait très arriver. bien. Pas de problème Isabelle, il y a aucun souci. De toute façon, moi je resterai, s'il y a des échanges, s'il y a des questions, il y a Mm, aucun souci et puis, si vous avez des questions, on vous laissera aussi je vous laisserai mon mail et vous pourrez, mm, revenir vers nous. mm, Donc c'est vrai que là, on a vraiment suivi le plan, hein, de l'ouvrage qu'on a écrit, et notre dernière partie qui nous semblait importante, c'est vraiment cet aspect aussi pratico-pratique de comment déménager. Parce que, là, voilà, on a pu évoquer les différents types de logements, on a pu évoquer, le changement que ça représente, mais il y a aussi cet aspect, purement, logistique, du déménagement. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est quand même, voilà, moi mon dada, hein. J'ai accompagné, des centaines de retraités dans leur déménagement et ça reste quelque chose de délicat. C'est-à-dire qu'on rajoute à ce changement de domicile, à ce grand moment de chamboulement, en plus un aspect, logistique, physique, organisationnel qui n'est pas forcément évident. Donc, au niveau de l'organisation et de la méthode, moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire du tri en amont. Alors, pour ceux qui aussi visionnent les visioconférences Movadom et qui ont peut-être d'ailleurs, en tant que professionnels, utilisé ces outils pour faire du tri chez eux, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Je sais que j'ai des personnes qui ont fait pas mal de tri dans leur logement. C'est vrai que ce tri du logement, quand ça fait 20, 30, 40 ans qu'on est dans un logement, est souvent une étape délicate, et qui peut, paraître en fait insurmontable. On a parfois des personnes qui sont contentes d'aller vers un nouveau logement, notamment qui sont dans des logements sociaux et qui vont vers un nouveau lieu de vie, plus adapté, tout neuf, en plus en centre-ville. Mais en fait, quand il faut trier, parce que souvent on va quand même vers plus petit, hein, c'est un petit peu l'objectif aussi de ce déménagement, c'est d'avoir moins d'entretien dans son logement, de payer aussi moins cher son logement. Donc, on va souvent aller vers plus petit. Et c'est vrai qu'on va devoir faire ce qu'appellent les Américains le downsizing. En français, il n'y a pas trop de termes qui représentent vraiment ça. C'est-à-dire qu'on réduit la taille de son logement, mais évidemment, il faut réduire le nombre d'affaires qu'on a dans son logement. Donc, ce tri, il est vraiment nécessaire, il est important et il prend du temps et il doit être fait avec la personne. C'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup d'aidants qui me disaient, bon, on va tout vider. Et là, au moment du tri, quand on se retrouve en famille, ça peut être un moment aussi délicat et faire sortir d'anciens conflits à ce mm, moment-là. Trouver un déménageur, c'est aussi une étape qui est importante, pour, les bailleurs. Vous avez parfois des déménageurs qui sont, déjà, financés, trouvés lorsque c'est un déménagement qui est pas demandé par la personne. Mais on reste sur des, gros bras, hein. Voilà, pour les avoir, connus pendant de nombreuses années. Ils n'ont pas forcément cette vision, du déménagement senior et du fait que la personne perd énormément de choses, hein, dans ce déménagement et donc que ça a un impact sur sa vie et qu'on n'est pas sur un déménagement classique comme, un jeune couple, par exemple, qui déménage vers plus grand et qui voit les choses très différemment. Donc, c'est vrai que trouver le bon déménageur, c'est aussi quelque chose qui est important, heu, qui prend un petit peu de temps et on l'explique bien sûr dans l'ouvrage sur, le fait de demander plusieurs devis, de prendre le temps vraiment de trouver la bonne structure et qui conviendra. L'installation dans le nouveau logement est aussi très importante. J'ai vu beaucoup de personnes qui restaient pendant des mois, voire des années avec leur carton et qui ne s'installaient jamais vraiment parce qu'on avait toujours l'impression qu'ils étaient un peu en transit dans leur nouveau logement et ça sur le moral, alors je sais pas Isabelle si c'est, j'imagine que c'est pas du tout positif, enfin je sais pas, mm. si Bah, ce que tu en c'est-à-dire que penses? c'est une façon, en fait, de conserver quelque chose de l'ancien logement, en réalité. C'est effectivement une façon de ne pas s'installer, une façon de ne pas prendre possession complètement des lieux. Ouais. Ouais.
Tout à fait, c'est vraiment l'impression que ça donne avec ces cartons. J'avais une dame, elle avait ces cartons, ça faisait meuble télé, et puis elle s'était vraiment habituée comme ça, et ça peut effectivement mener à des situations assez dommages. Et Mmh. donc, cet aspect est important, effectivement. Mais ça montre, pardon, Oui, excuse-moi, mais ça montre, également un certain découragement aussi. C'est-à-dire que si ne pas réussir à défaire les cartons, c'est d'un seul coup, enfin, c'est pas d'un seul coup, mais c'est aussi, se trouver, dépourvu face à une espèce de montagne de choses à faire, de choses à ranger, et cetera. Et c'est vrai qu'en fait, plus on avance en âge, plus, on est fatigué aussi, physiquement, psychiquement. Donc c'est vrai que, il faut peut-être que l'entourage doit être attentif aussi à ces cartons qui restent en place. Voilà. tout à fait. Non, c'est vrai que cette notion d'accompagnement et d'entourer la personne dans cette, étape, aussi bien de la préparation, du tri du logement et de l'installation est clé. Alors aujourd'hui, en termes de structures qui existent, c'est vrai que nous, c'était le métier qu'on faisait. On ne le fait plus aujourd'hui en individuel, mais vous pouvez, mettre en place, par exemple, des aides à domicile, hein, qui peuvent aider, venir aider à ranger, à installer la personne, et qui peuvent aider aussi à trier en amont. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes et permettent à la personne de vraiment, se sentir épaulée. La partie changement d'adresse également, alors là, on est sur la même chose, hein. Se sentir épaulé, à ce moment-là, et quand on fait ces changements d'adresse, est aussi nécessaire. Donc et pareil, hein, il y a des structures d'assistance administrative qui peuvent aider, mais tous ces changements d'adresse, et notamment, le plus important et le plus clé, c'est de pouvoir accompagner les transferts des contrats. Moi, j'ai vu des personnes qui, ne pensant pas, parce que l'ayant fait la dernière fois il y a 20 ou 30 ans, n'ont pas fait leur changement d'adresse, et n'ont pas transféré l'électricité, par exemple, et vous retrouvez le jour J sans électricité dans le logement, avec évidemment tous les problèmes que ça peut générer, et donc cette partie changement d'adresse, alors aussi bien des contrats, mais aussi de prévenir toutes les structures, type, caisse de retraite, voilà, L'impôt, bailleurs, impôts, exactement, et vraiment quelque chose de très important, et qui est souvent oublié. Alors aussi bien par la personne âgée, mais aussi par les aidants, hein, qui dans ces moments, sont submergés, hein, par le travail qu'il y a réalisé, trier le logement avec ses parents, les aider à s'installer. Souvent, ils ont besoin d'aide, donc que ce soit une aide, voilà, familiale, ou d'une structure, médico-sociale, c'est vraiment nécessaire, important, de leur rappeler qu'on est là, et qu'il y a des possibilités aussi, pour les aider. Le dernier élément qui nous avait semblé important de remettre aussi, dans cette conférence, c'est que tout ce changement, en plus d'être un changement psychologiquement assez délicat, logistiquement assez délicat, c'est aussi, financièrement, quelque chose qui, peut représenter un coût important. Alors souvent, on fait en sorte, comme on l'a vu tout à l'heure, que le nouveau logement soit plus abordable, en tout cas correspondent aux ressources de la personne, mais financer le déménagement, donc toute cette partie tri par une aide à domicile, le déménageur, l'installation, les changements d'adresse, doit être financé. Donc soit la personne a les ressources nécessaires, soit on peut aussi se tourner vers des structures, alors les caisses de retraite via leur fonds d'action sociale, aussi bien la caisse de retraite principale qui peut être la CNAV majoritairement, que les caisses complémentaires de l'Agirc-Arrco ont des fonds d'action sociale. Alors, c'est des dossiers qui sont assez longs, mais je sais qu'en tant que professionnel, du médico-social, ça ne vous fait pas peur. Mais c'est vrai que c'est des dossiers qui sont assez longs, donc d'où aussi l'intérêt d'anticiper et de préparer ce projet bien en amont, mais qui peuvent permettre de financer un déménagement, hein. On a parfois, des aides qui peuvent être de plusieurs milliers d'euros. Le coût moyen d'un déménagement, hein, nous, qu'on avait, évalué, dans notre structure, c'est de 2 500 € par déménagement. Donc on est quand même sur, un coût assez important, et qui peut parfois être pris en charge. L'APA aussi, l'aide personnalisée à l'autonomie, peut prendre en charge
tout ou partie du déménagement. Une partie du plan d'aide, en fait, peut être utilisée pour cela. Alors, je crois que ça dépend des départements, hein, il faut bien vérifier. En tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on avait mis en place pour une personne qui avait un logement très encombré, où il y avait beaucoup de travail, sur les Yvelines. Donc, c'était quelque chose qui était intéressant. Et certaines personnes ont aussi des assurances. Il ne faut pas hésiter à aller fouiller un petit peu dans les différentes assurances qui ont été prises. Alors, assurance, notamment assurance dépendance ou assurance habitation, qui peuvent parfois venir pallier à ces moments de vie et qui s'intéressent de plus en plus, hein, au vieillissement de leurs bénéficiaires et aux besoins de ressources importantes dans ces moments de vie qui vont permettre à la personne de vivre le plus longtemps possible, confortablement dans son logement. Donc, un intérêt pour tous, évidemment. Pour vous accompagner, bah, bien sûr, je vous le rappelle, mais notre outil, hein, donc on a essayé là de vous présenter de la manière la plus globale possible ce qui était dans le livre audio. Isabelle, tu me confirmes, le livre audio, il peut être vraiment écouté par les aidants, par les Oui, bien sûr, parce professionnels? que là, c'est vrai qu'on a peu parlé des aidants finalement, mais dans le livre, nous avons des focus en fait qui s'adressent vraiment, aux aidants familiaux, avec, des réponses aux questions qui peuvent se poser. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de de décider à la place de mon père, de ma mère, enfin ou de mon compagnon? Ce sont des questions en fait auxquelles sont confrontés les aidants familiaux. Des questions qui sont parfois d'ordre éthique, hein, aussi, c'est-à-dire, est-ce que, Tout à fait. voilà, éthiquement, est-ce que je peux, heu, décider pour l'autre? C'est une Ouais. grande question ça. C'est vrai que l'idée, c'est que les aidants puissent avoir un Mmh, outil de mmh, réflexion qui peut être écouté à plusieurs, et c'est mmh, l'intérêt aussi du livre audio, c'est qu'on peut l'écouter ensemble, effectivement. mmh, oui. Oui et puis c'est vrai que ces questions-là bousculent aussi, l'entourage. C'est-à-dire qu'il y a de la il y a évidemment de l'inquiétude, il y a de la culpabilité, il y a aussi des conflits familiaux qui peuvent se réactiver entre les frères et sœurs, par exemple, mais même entre les aidants et les aidés à l'occasion de ces problématiques. Donc ce sont aussi des sujets dont on enfin qu'on aborde dans le livre. Voilà. Je vais devoir vous quitter, je suis vraiment navrée, mais j'ai voilà, j'ai un Merci rendez-vous à onze Isabelle. heures. Merci. Merci beaucoup d'avoir été présente et nous on continue. Au Merci revoir, Isabelle. au revoir. Au revoir. Donc effectivement, le livre, vous pourrez le retrouver, comme je vous le montrais tout à l'heure, sur notre site movadom.com. Il est accessible entièrement gratuitement. J'ai mis à disposition aussi, un lien vers les flyers. N'hésitez pas, je vais vous remettre mes coordonnées, hein, à nous envoyer des mails si vous voulez, distribuer des flyers, il y a aucun problème. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir diffuser ce livre au plus grand nombre et aux personnes qui en ont besoin. C'est la grande difficulté, hein, d'arriver à toucher les personnes qui ont besoin de notre livre. Donc, n'hésitez pas via des newsletters, si vous avez des journaux municipaux ou dans vos résidences, des journaux également, lors des animations, à proposer aussi ce livre audio. On peut écrire des articles, hein, c'est sans problème, hein, si vous avez besoin qu'on crée un article spécifique pour vos outils de communication. Et puis, on organise aussi, on a du financement pour des visioconférences sur la thématique du déménagement. Donc, si vous souhaitez que dans votre commune, dans votre structure, on organise une conférence sur cette thématique du changement de domicile et ce que ça implique, notamment peut-être avec les aidants, n'hésitez surtout pas, hein, ça sera avec grand plaisir et c'est aussi entièrement financé. Donc, on peut mettre ça en place. Et puis, vous avez vu, voilà, on a la chance d'avoir Isabelle qui est psychanalyste et qui a une connaissance très pointue sur les enjeux que représente ce déménagement. Donc, on va prendre le temps pour les questions. Je vais juste clôturer pour notre replay et ensuite je prends les questions. Donc, vous aurez un petit questionnaire satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Il suffit d'appuyer sur cliquer ici et je vais vous le remettre également dans la conversation. Je vous mets également nos coordonnées, donc contact@movadom.com et notre site movadom.com où vous retrouverez toutes les
les informations. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation et on remercie évidemment nos financeurs, les différentes conférences des financeurs des départements qui nous soutiennent.